Le silence se fit dans la salle de briefing de la base opérationnelle avancée Viper, lorsque le maître principal, David Ripper Thornton, franchit la porte. 23 opérateurs des SEAL Team 7, de la Delta Force et des Rangers de l'armée se redressèrent sur leur siège. Le colonel Marcus Hayes se tenait devant, des images satellites projetées sur l'écran derrière lui, montrant les montagnes de l'Hindu Kuch avec une précision topographique, telle que chaque crête, chaque vallée, chaque voie d'accès possible. « Messieurs, » dit Hayes, puis il marqua une pause en apercevant la femme debout dans le coin au fond. « Madame, nous avons un problème. » Il passa à l'image suivante. Un complexe niché dans une vallée étroite, entouré de pics aux contours affleurants, comme si la terre perçait la peau. Les renseignements confirment que Rahman Khalil utilise ce lieu comme base arrière pour des opérations menées dans 3 provinces. Il est responsable de 17 attaques contre les forces de la coalition ces 4 derniers mois. 42 Américains blessés, dont 12 morts. La température de la pièce sembla chuter. Rahman Khalil n'était pas une cible comme les autres. Il était la cible. Le fabricant de bombes dont la signature figurait sur des engins explosifs improvisés de Kandahar à Kaboul. Le facilitateur qui faisait passer des combattants étrangers à travers la frontière pakistanaise comme s'il gérait une navette. Le fantôme qui avait échappé à la capture pendant 3 ans. L'assaut classique est hors de question, poursuivit Hayes. Le terrain rend toute insertion par hélicoptère suicidaire. Une approche terrestre leur donne plusieurs heures d'alerte. Et le complexe lui-même est une forteresse. Des murs de pierre d'1 mètre d'épaisseur, de multiples positions de combat, un champ de tir dégagé dans toutes les directions. Il marqua une pause, laissant ses paroles faire leur chemin. Il nous faut quelque chose de différent, quelque chose d'inattendu. Le maître principal Thornton, appuyé contre le mur, les bras croisés, observait la scène avec l'immobilité d'un homme qui avait appris depuis longtemps que le moindre mouvement gaspille son énergie et attire l'attention. À 47 ans, il était bâti comme un fil de fer tendu à l'extrême, tout en tendons et en violence maîtrisée. Son visage portait les marques de 20 ans d'opération, dans des contrées qui ne figurent même pas sur les cartes. 3 déploiements en Irak, 5 en Afghanistan et une poignée de missions dans des pays où les Américains n'étaient officiellement pas présents. « Monsieur, » a demandé l'un des opérateurs de Delta, « si les approches classiques ne fonctionnent pas, quelle est la stratégie ?» Hayes regarda Thornton droit dans les yeux. C'est là qu'intervient le major. Il est là pour présenter une approche tactique alternative. Thornton se détacha du mur et s'avança. Tous les opérateurs présents connaissaient sa réputation. Shadow Six. Ce surnom lui avait été attribué grâce à des opérations classifiées. Des missions où un homme, infiltré seul, accomplissait l'impossible et s'extirpait avant même que quiconque ne se rende compte de sa présence. Mais Thornton avait pris sa retraite 8 mois auparavant. On disait qu'il s'était retiré dans une cabane perdue au Montana, sans laisser de traces. « Il y a 3 ans, » dit Thornton d'une voix rauque, comme quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, « j'ai effectué une reconnaissance dans cette vallée. Cible différente, terrain identique. Les voies d'accès mentionnées par le colonel Hayes, je les ai toutes cartographiées. J'ai repéré toutes les voies d'infiltration possibles. » Il afficha une nouvelle image, une modélisation 3D de la vallée, révélant les dénivellations avec une précision saisissante. Ce sont des pièges. Toute force terrestre traversant cette vallée est visible depuis 6 points d'observation différents. Une insertion par hélicoptère est anéantie par le chevauchement des tirs. Un assaut standard entraînerait des pertes de 70% avant même d'atteindre l'ennemi. Alors comment allons-nous le récupérer ? A demandé le capitaine Sarah Chen de l'équipe SEAL 7. Thornton zooma sur le versant est de la vallée, où une crête longeait la position du camp. Nous n'allons pas vers lui. Nous le forçons à venir à nous. Ou plus précisément, nous faisons en sorte qu'il ne puisse plus rester où il est. Il expliqua le plan avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà envisagé toutes les éventualités et calculé tous les risques.
La vallée ne possédait qu'une seule voie de sortie praticable pour les véhicules. Le terrain obligeait tout le trafic à passer par un goulot d'étranglement de 300 mètres, où les montagnes se resserraient comme un poing fermé. Les services de renseignement confirment que Khalil ne reste jamais plus de 72 heures au même endroit. Son déplacement est prévu dans 36 heures. Convoi standard. 3 véhicules, une quinzaine de personnes. Il faut les surprendre en mouvement, a déclaré Chen. Je veux les guider dans leur déplacement, corrigea Thornton. C'est très différent. Nous contrôlons où ils vont, à quelle vitesse ils se déplacent, quelles décisions ils prennent. Transformer toute la vallée en un piège à sens unique. Il a détaillé le plan. L'équipe Alpha, composée de 6 opérateurs, se positionnerait aux abords du complexe, non pas pour attaquer, mais pour semer la panique. Juste assez de pression pour que Khalil se sente en danger. L'objectif était de le forcer à partir plus tôt, avant qu'il ne soit pleinement préparé. L'équipe Bravo, également composée de 6 opérateurs, établirait des positions de blocage le long des principales voies d'évacuation et conduirait le convoi vers le point de passage obligé. Thornton lui-même prendrait position sur la crête, surplombant ce point de passage, à 1500 mètres d'altitude, avec une vue dégagée sur toute la zone de tir. Un seul tireur, le lieutenant Marcus Drake, de la Delta Force, ne cacha pas son scepticisme. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est prendre un risque énorme. Un tireur qui connaît ce terrain mieux que ses habitants, » a déclaré Thornton. Un tireur qui a réussi des tirs aux distances qu'exigent ces montagnes. Et un tireur qui ne ratera pas sa cible au moment crucial. Le colonel Hayes s'avança. Le maître principal a mené ce type d'opération à 4 reprises au cours des 8 dernières années. Le taux de réussite est de 100%. Aucune perte amie. L'information a été assimilée par la salle. Un taux de réussite de 100% dans les opérations spéciales, c'était comme trouver une licorne capable aussi de faire vos impôts. « Des questions ?» demanda Hayes. « Chronologie ?» demanda Chen. « Infiltration dans 18 heures. L'équipe Alpha arrive la première et établit sa présence à l'aube. Cela nous donne 12 heures pour pousser Khalil vers sa fenêtre de départ. Le convoi se met en marche, nous le guidons vers la zone de tir, le major ouvre le feu, puis nous nous extrayons avant que quiconque ne comprenne ce qui s'est passé. Règle d'engagement ? A demandé un autre opérateur. Khalil est une cible de grande valeur, la cible prioritaire. Les cibles secondaires sont toutes des ennemis confirmés. D'après les renseignements actuels, aucun civil n'est attendu dans la zone, mais une identification formelle est requise pour chaque tir. Nous sommes des chirurgiens, pas des bouchers. La réunion d'information s'est poursuivie pendant 1 heure supplémentaire, abordant les protocoles de communication, les plans d'urgence, les voies d'extraction et la marche à suivre en cas de catastrophe, ce qui, dans les opérations spéciales, était toujours une possibilité qui méritait son propre classeur à anneaux. Alors que la pièce se vidait, Chen s'approcha de Thornton. « Commandant, j'ai lu votre dossier. Enfin, les passages qu'on m'a permis de lire. Shadow 6. 14 victimes confirmées à plus de 1000 mètres. Le suivi de l'opération Red Wing, où vous avez traqué un commandant taliban pendant 5 jours avant de tirer à 1700 mètres. L'incident de l'aéroport de Kandahar, où vous avez tenu tête à une force d'assaut entière depuis un château d'eau pendant 6 heures. Elle marqua une pause. Vous avez pris votre retraite il y a 8 mois. Pourquoi revenir pour ça ? Thornton démontait son équipement, vérifiait ses armes, accomplissait les petits rituels qui maintenaient les opérateurs en vie. Il regarda Chen d'un œil marqué par l'horreur. Rahman Khalil a fabriqué l'engin explosif improvisé qui a tué mon observateur. Il y a 3 ans, pendant la reconnaissance dont je vous ai parlé, un gamin nommé Jake Morrison, 24 ans, le meilleur tireur que j'ai jamais formé. On était en train de sortir de cette vallée quand on a déclenché un engin explosif improvisé. J'étais en tête, j'aurais dû l'éviter. Jake suivait 2 pas derrière. Il reprit la vérification de son fusil, un M110
personnalisé avec une optique qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Jake n'a pas survécu à cette montagne. Moi, si. Il me semble juste que j'y retourne et que je finisse ce qu'on a commencé. Chen avait compris. La vengeance n'était ni une politique, ni une doctrine, mais elle était bien réelle. Je veillerai à ce que mon équipe soit prête. Votre équipe s'en sortira bien, capitaine. Vous avez une excellente réputation. Tenez-vous-en au plan. Ne cherchez pas l'originalité, ne prenez pas de risques. Ces montagnes se moquent bien du nombre de médailles que vous avez gagnées. Le reste de l'après-midi fut consacré aux préparatifs. Thornton passa méthodiquement en revue son équipement, vérifiant chaque pièce avec une attention qui distinguait les professionnels des cadavres. Son fusil était un système de tireur d'élite semi-automatique M110, chambré en 7,62 551 mm autant, fortement modifié. Le canon avait été ajusté sur mesure, la détente réglée pour un départ à exactement 36 kg de pression, et la crosse modifiée à sa morphologie. L'optique était une lunette Schmidt & Bender 5-25-56, une conception allemande capable de distinguer les traits d'un homme à 2000 mètres dans de bonnes conditions. Les munitions étaient des cartouches de précision Sierra Match King de 175 grains à pointe creuse et culot fuyant, rechargées à la main selon des spécifications garantissant une régularité au millième de pouce près. Thornton les avait rechargées lui-même 6 mois auparavant, durant sa retraite, qui avait duré juste assez longtemps pour qu'il comprenne qu'en quittant l'Afghanistan, la mort de Jake Morrison resterait impunie. Il avait emporté 30 cartouches réparties dans 6 chargeurs, même s'il ne comptait pas en tirer plus de 20. Le reste était une sécurité. Il portait également un Glock 19 avec 3 chargeurs, un couteau de combat, des grenades à fragmentation, des grenades fumigènes et suffisamment de matériel de survie pour tenir une semaine en cas d'échec de l'extraction. L'eau était cruciale. Il se trouverait sur cette crête par des températures dépassant les 32 degrés Celsius, et la déshydratation nuirait à sa précision plus vite que les tirs ennemis. Il avait donc emporté 6 litres dans une poche à eau, son plan de rationnement étant déjà établi. Ce soir-là, Thornton trouva un coin tranquille de la base et appela Montana par téléphone satellite. La voix qui répondit était rauque, marquée par l'âge et le tabac. « David ? C'est toi. Salut papa. Oui, c'est moi. Je croyais que tu rentrais. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Thomas Thornton avait été marine pendant la guerre du Vietnam, décoré de 2 Purple Hearts et d'une Silver Star pour ses actions à Khe Sanh et à Hue. Il savait ce que cela signifiait quand les appels cessaient. « On m'a rappelé pour une mission, une seule. Ça devrait être terminé dans 2 jours. » « Rappelé pour quoi faire ? Tu as pris ta retraite, mon garçon. Ça veut dire que c'est fini pour toi. Il y a des comptes à régler. Le type qui a tué Jake Morrison. Les services de renseignement l'ont enfin localisé. » Un silence s'installa au bout du fil. Thomas avait rencontré Jake une fois, juste avant son déploiement. Il l'avait tout de suite apprécié, comme le font les vieux guerriers pour reconnaître le potentiel des jeunes. « Je vois. C'est quelque chose que tu dois faire ? » « Oui, papa, c'est ça. Alors fais-le bien. Tu rentres à la maison quand c'est fini. Le chalet commence à être froid la nuit. On aurait besoin d'aide pour fendre du bois avant que l'hiver ne s'installe vraiment. J'y serai, dans quelques jours. Tu as intérêt à l'être. Tu as déjà perdu ta mère. Ne prévois pas de te perdre toi aussi. » Ils se dirent au revoir, et Thornton resta assis dans l'obscurité un moment, pensant à la cabane du Montana, à fendre du bois et à observer les élans traverser la forêt, à une vie qui semblait incroyablement lointaine depuis cette base opérationnelle avancée en Afghanistan, où les hélicoptères allaient et venaient à toute heure, et où l'odeur du carburant JP-8 ne disparaissait jamais vraiment. Mais cette vie-là devrait attendre. Il y avait du travail à faire d'abord. À 2h00, les équipes embarquèrent dans les hélicoptères. L'équipe Alpha, composée de 6 opérateurs, partit la première.
Leur mission consistait à se déployer à 10 km du camp et à progresser à pied, à la faveur de l'obscurité. L'équipe Bravo suivit 30 minutes plus tard, en direction de ses positions de blocage. Thornton partit en dernier, seul à bord d'un petit MH6 Little Bird qui le déposerait au pied de sa crête avant le lever du soleil. Le vol dura 40 minutes, l'hélicoptère rasant le sol au-dessus de vallées qui ressemblaient à des fractures à la surface de la planète. Thornton regardait le paysage défiler sous ses yeux, se remémorant la dernière fois qu'il avait emprunté cette route. Jake était avec lui alors, 24 ans, et plein d'enthousiasme comme le sont souvent les jeunes pilotes, avant d'avoir vu assez de morts pour comprendre que l'enthousiasme n'était qu'un autre mot pour désigner l'ignorance. Jake venait du Tennessee, d'une petite ville dont Thornton n'arrivait jamais à se souvenir du nom. Il s'était engagé juste après le lycée, avait réussi l'école des Rangers, puis, on ne sait comment, avait été sélectionné pour l'entraînement de tireur d'élite, malgré ce que les instructeurs appelaient un enthousiasme indiscipliné. Mais le gamin avait un don pour le tir, un talent naturel, allié à une compréhension intuitive de la balistique qui prenait généralement des années à développer. Au moment où il avait été affecté comme observateur à Thornton, il s'était déjà forgé une réputation de quelqu'un qui pourrait bien devenir une légende s'il vivait assez longtemps. Il n'avait pas vécu assez longtemps. L'engin explosif improvisé était sophistiqué, un dispositif à pression enfoui sous une couche de roche ressemblant à un éboulement naturel. Thornton l'avait enjambé par pur hasard, son pied se posant à quelques centimètres à gauche du mécanisme de déclenchement. Jake, suivant ses traces comme le font les observateurs, avait marché directement dessus. L'explosion avait été colossale, de celles qui creusent un cratère et réduisent les êtres humains en miettes. Thornton avait été projeté à 5 mètres, les tympans perforés, le corps couvert du sang de Jake et du sien. Il avait survécu. Jake, non. Et pendant 3 ans, Thornton avait porté ce fardeau comme une masse géologique. L'hélicoptère descendit vers une petite zone plane au pied de la crête. Thornton se prépara à descendre en rappel, vérifiant une dernière fois son équipement. Le chef d'équipe lui fit un signe d'approbation, puis il glissa le long de la corde dans l'obscurité, ses bottes heurtant le sol rocailleux, son corps absorbant automatiquement le choc et s'éloignant du souffle des pales de l'hélicoptère. Le Little Bird décolla aussitôt, ses moteurs s'estompant à l'horizon, et Thornton se retrouva seul dans l'Hindu Kush à 4h30, avec 6 heures d'ascension devant lui. Il avançait avec précaution, utilisant une lampe frontale à filtre rouge qui préservait sa vision nocturne, tout en lui permettant de voir où il mettait les pieds. Le terrain était aride, une pente à 45 degrés, recouverte d'éboulis instables qui se dérobaient sous ses bottes. Chaque pas exigeait une grande réflexion. Bien répartir son poids, tâter le terrain avant de s'engager, il progressait avec la patience qui permettait de survivre en montagne. 2 heures après le début de l'ascension, le ciel commença à s'éclaircir à l'est, cette lueur de l'aube que les photographes adoraient et que les fantassins redoutaient, car elle signifiait qu'on allait être repéré. Thornton accéléra légèrement le pas, désireux d'atteindre sa position avant le lever du jour. La crête se trouvait encore à 300 mètres au-dessus, et ses jambes le brûlèrent déjà sous l'effet combiné de la forte pente et des 30 kilos d'équipement. À 6h30, l'équipe Alpha a pris contact. Shadow 6, Alpha On. Nous sommes en position à environ 800 mètres du complexe. La visibilité est bonne. Nous avons compté 5 véhicules dans la cour du complexe et plusieurs personnes qui se déplacent. Ils se préparent manifestement à quelque chose. Bien reçu, Alpha 1. Maintenez votre position et observez. N'engagez le combat que s'il vous y oblige. Roger. Thornton continua son ascension. La pente, autrefois composée d'éboulis, laissait place à la roche nue, ce qui présentait certains avantages, d'autres inconvénients. Avantages, car la roche était stable. Inconvénients, car ses chaussures n'y prenaient aucune adhérence. Il finit par utiliser autant ses mains que ses pieds, escaladant des passages
qui aurait fait réfléchir à 2 fois les chèvres de montagne. À 8 heures, il atteignit la crête. La position qu'il avait repérée sur les images satellites était exactement comme dans ses souvenirs. Une légère dépression derrière un rebord rocheux qui lui offrait à la fois un abri et une plateforme de tir idéale. La vue était spectaculaire, comme l'étaient parfois les positions tactiques. Toute la vallée s'étendait à ses pieds, le campement visible à l'ouest, le point de passage juste en contrebas, à une distance que son télémètre laser confirma à 1470 mètres. Il prit position avec une méticulosité extrême. Le fusil fut placé sur son bipied, pointé vers le point de passage obligé. La lunette d'observation, déjà réglée sur la même distance, fut placée à sa gauche. Ses chargeurs de rechange étaient à portée de main. Sa bouteille d'eau était positionnée de manière à ce qu'il puisse boire sans quitter sa position. Une fiche de tir était préparée, indiquant les distances jusqu'à chaque point de repère important dans la zone de tir. Le soleil montait déjà dans le ciel, et avec lui, la chaleur. À 9 heures, il faisait déjà 29 degrés, et la température grimpait jusqu'à près de 35 degrés. Thornton buvait de l'eau par petites gorgées régulières, sachant qu'une bonne hydratation maintenant lui garantirait une meilleure précision plus tard. À 11 heures, les choses ont commencé à bouger. L'équipe Alpha a signalé une activité accrue au sein du complexe. Shadow 6, il charge des véhicules. Beaucoup de mouvements. Quoi qu'il prépare, ça ne saurait tarder. Bien reçu. Toutes les équipes, préparez-vous à l'exécution. Ça va aller très vite une fois que ce sera lancé. Thornton vérifia une dernière fois le réglage de sa carabine en tirant une seule balle sur une formation rocheuse à 800 mètres de distance. La balle atteignit précisément l'endroit visé, confirmant ainsi que son système de visée était toujours correctement calibré. Le coup de feu résonna dans la vallée, mais à cette distance, il était impossible de déterminer sa provenance. Un simple bruit de fond dans un pays où les coups de feu étaient aussi fréquents que le vent. À 12h15, le convoi s'est mis en route. Shadow 6, Alpha 1, 3 véhicules quittent le complexe. Des pick-up Toyota Hilux, tous armés. On compte environ 18 personnes. Ils se dirigent vers le sud, en direction de la vallée principale. Copie. Toutes les équipes sont prêtes. Thornton observa à travers sa lunette d'observation. Le convoi quittait l'enceinte et s'engageait sur la route de la vallée. Ils prenaient leur temps, sans signe apparent de panique ou d'urgence. Un départ de routine, en somme. Mais cela allait bientôt changer. Équipe Alpha, tir de harcèlement. Rendez-les nerveux, mais ne touchez à rien. Je veux qu'ils soient inquiets, pas morts. Pas encore. L'équipe Alpha a ouvert le feu, ses armes provoquant une série d'impacts sur la route derrière le convoi. Pas assez près pour toucher, mais assez près pour faire passer un message. Vous êtes surveillés, vous êtes vulnérables, vous devez accélérer. Le convoi accéléra. Thornton pouvait voir des nuages de poussière s'élever derrière les véhicules, tandis que leur conducteur enfonçait l'accélérateur. Il roulait à environ 55 km/h, une vitesse élevée pour ce terrain, approchant celle où le contrôle devenait plus une possibilité qu'une certitude. Bravo 1 exécutait la position de blocage nord. L'équipe Bravo ouvrit le feu depuis le nord, coupant ainsi l'une des voies d'évacuation possibles. Le convoi fit une embardée, les conducteurs prenant des décisions en une fraction de seconde pour déterminer où se trouvait la sécurité. Ils choisirent la route que Thornton leur avait indiquée, celle qui menait directement au point de passage obligé. « Bravo tout! Exécutez la position de blocage sud !» Les tirs se multipliaient, les routes se bloquaient. Le convoi était désormais engagé, se rapprochant inexorablement de la zone de danger, emporté par le courant. Thornton cala son fusil contre le sien, sentant sa respiration ralentir, son rythme cardiaque chuter de 70 battements par minute à 55, puis à 50, entrant dans cette zone où la pensée consciente cède la place aux réflexes acquis. Le véhicule de tête est entré dans la zone de destruction à 12h27. Distance, 1470 mètres. Vent,
4 nœuds du nord-ouest. Température, 34 degrés entre trouche. Altitude, 1310 mètres. Tous les facteurs ont été calculés, toutes les variables ont été prises en compte. Le viseur de Thornton se fixa sur le pare-brise du véhicule de tête, précisément sur le poste de conduite. Il avait appris depuis longtemps que le moyen le plus rapide d'arrêter un véhicule n'était pas de couper le moteur, mais d'éliminer celui qui le conduisait. Son doigt trouva la gâchette, pressée avec cette douce fatalité acquise après des milliers de répétitions. Le fusil tonna. Le conducteur du véhicule de tête se pencha en avant. Le camion fit une embardée, corrigea sa trajectoire, heurta un talus et se renversa sur le côté dans un spectaculaire nuage de métal, de poussière et d'hommes, hurlant projetés en l'air. Le second véhicule tenta de s'arrêter, les freins se bloquant, les pneus crissant sur le gravier. Thornton le suivait déjà, sa deuxième cartouche chambrée et prête à tirer. Il repéra le combattant à la mitrailleuse dans la benne du pick-up, un homme qui cherchait désespérément d'où provenaient les tirs. Le réticule se fixa sur le torse de l'homme. La détente s'enclencha. Le combattant s'affaissa en arrière, son arme heurtant la benne métallique. Le troisième véhicule tenta de faire marche arrière, mais le camion de tête, renversé, bloquait la route. Ils étaient piégés, comme Thornton l'avait prévu. Les combattants commencèrent à sortir précipitamment des véhicules, certains cherchant à se mettre à couvert, d'autres essayant de riposter dans la direction d'où ils pensaient que les tirs provenaient. Thornton poursuivit son travail méthodique. Troisième tir. Un combattant tentant de prendre le contrôle de la mitrailleuse du deuxième véhicule. Quatrième tir. Un autre combattant, essayant d'organiser une défense derrière le troisième camion. Cinquième tir. Un homme courant se mettre à couvert derrière un rocher. Chaque tir était un véritable casse-tête mathématique, résolu en une fraction de seconde. Anticiper la trajectoire de la cible de telle valeur, compenser la dérive due au vent de telle valeur, viser à telle hauteur pour compenser la chute de la balle à telle distance. Les combattants ripostaient, mais à l'aveuglette. Les AK-47 et les mitrailleuses PKM crachèrent le feu, leurs balles traçant des motifs sur le flanc de la colline, mais toutes tombaient à des centaines de mètres de leur cible. Ils n'avaient tout simplement pas d'armes capables d'atteindre la position de Thornton, et même s'ils en avaient eu, localiser un seul tireur sur des milliers de mètres carrés de terrain rocailleux était quasiment impossible. À travers sa lunette d'observation, Thornton aperçut l'un des chasseurs qui parlait d'une voix urgente dans une radio. Il appelait sans doute des renforts, ou tentait de se coordonner avec ceux qui l'attendaient à destination. Peu importait. Les renforts mettraient des heures à arriver, et d'ici là, ce serait terminé. 6e coup, 7e coup, 8e coup. Thornton avait trouvé son rythme, cette précision mécanique acquise après 20 ans de pratique. Acquisition de la cible, calcul de la distance et du vent, pression sur la détente, absorption du recul, armement de la culasse, acquisition de la cible suivante. Chaque coup prenait environ 4 secondes et chaque balle atteignait sa cible. À 12h32, l'équipe Alpha a communiqué par radio. Shadow 6, nous avons identifié formellement Rahman Khalil. Il sort du deuxième véhicule et se dirige vers l'amas de rochers à 11h. Là, Thornton le repéra dans sa lunette. Rahman Khalil était exactement comme sur les photos des services de renseignement. Corpulent, barbe fournie, cicatrice caractéristique sur la joue gauche, souvenir d'une frappe de drone qu'il avait manqué de peu, à 6 mètres près, 3 ans auparavant. Il se déplaçait à pas de loup, le dos courbé, comme quelqu'un qui savait que s'exposer au vent signifiait mourir, cherchant à se mettre à couvert derrière un amas de gros rochers. Le tir était complexe. Khalil se déplaçait à environ 1 mètre par seconde. La distance était de 1623 mètres selon le télémètre. Le vent avait tourné, soufflant désormais de l'est à 5 nœuds, avec des rafales occasionnelles jusqu'à 7. La température était de 36 degrés Celsius, la chaleur provoquant des distorsions dans l'optique. Thornton a calculé la chute de la balle,
environ 198 pouces à cette distance. Il a calculé la dérive due au vent, environ 34 pouces à la vitesse du vent actuel. Il a calculé le temps d'anticipation, environ 3 pieds en avant de la position actuelle de la cible. Il a calculé l'effet Coriolis, la rotation de la Terre, qui, à cette distance et à cette latitude, décalerait la balle d'environ 2 pouces vers la droite. Tout cela s'est produit en moins de 3 secondes, son cerveau traitant des variables que la plupart des gens seraient incapables de nommer, et encore moins d'expliquer. Il expira lentement, ne laissant échapper que la moitié de son souffle, retenant le reste. Son doigt trouva la détente. Il exerça une pression avec la lenteur inexorable d'un glacier. Le fusil fit feu. Le recul le frappa à l'épaule avec une force familière. La balle quitta le canon à 792 mètres par seconde, commença à chuter aussitôt, dériva au gré du vent et décrivit une trajectoire parabolique dans l'espace vers une cible en mouvement qui ignorait tout de la mort qui fonçait sur elle à une vitesse supersonique. 1 seconde et 7 secondes après que Thornton eut appuyé sur la détente, la balle atteignit Rahman Khalil en plein corps. Le fabricant de bombes qui avait tué 42 Américains, qui avait construit des engins ayant anéanti des familles entières, qui avait facilité des opérations dans 3 provinces, tituba, tomba à genoux, tenta de se relever et s'effondra face contre terre dans la poussière. « Cible neutralisée », annonça Thornton dans sa radio, d'une voix aussi posée que s'il venait d'annoncer la météo. Je le répète, cible de grande valeur est neutralisée et ne bouge plus. La voix de l'équipe Alpha retentit, l'excitation à peine contenue malgré leur entraînement. Confirmé, Shadow Six, Khalil est hors de combat. Je répète, Khalil est hors de combat. Tango est bel et bien mort au combat. Les combattants restants s'effondraient, abandonnant toute prétention de résistance organisée. Certains tentèrent de se mettre à couvert, d'autres de se rendre, levant les mains dans l'espoir que celui qui leur tirait dessus, depuis une position inconnue, reconnaisse leurs gestes. Thornton continuait d'engager le combat, non par soif de sang ou par vengeance, mais parce qu'il s'agissait d'ennemis déclarés qui avaient fait leur choix et qui en subiraient les conséquences. L'engagement dura 17 minutes, du premier au dernier coup de feu. Une fois terminé, la vallée était silencieuse, hormis le bruit du vent dans les rochers et l'écho lointain des rotors d'hélicoptères, tandis que les avions de sauvetage approchaient du sud. Thornton a immédiatement procédé à une évaluation après action. Il avait tiré 23 obus. 17 tirs ont touché des hommes, 3 ont atteint des armes montées sur des véhicules, 2 ont manqué leur cible, les ennemis s'étant mis à couvert au moment précis du tir, et un obus a servi à la vérification du 0. 17 ennemis ont été tués, 6 blessés, et un nombre indéterminé a fui dans le terrain rocailleux où des opérations de suivi les localiseraient au cours des jours suivants. Toutes les équipes, ici le commandement, annonça la voix du colonel Hayes par radio tactique. Préparez-vous à l'extraction. Les équipes au sol convergent vers la zone d'atterrissage principale, Shadow Six. Maintenez votre position en vue d'une extraction différée. Nous ne voulons pas exposer votre position tant que les équipes au sol n'ont pas sécurisé la zone. Bien reçu, commandement. Shadow Six restera en position. Thornton observa les équipes Alpha et Bravo se diriger vers le point d'extraction, vit apparaître les hélicoptères, tels des libellules mécaniques, et vit les opérateurs embarquer et décoller. Ce n'est qu'alors qu'il commença à démanteler sa position, inspectant minutieusement ses dossiers, effaçant toute trace de leur passage. La descente dura 4 heures. Ses jambes tremblaient de fatigue lorsqu'il atteignit le fond de la vallée où l'attendait son hélicoptère de sauvetage. Le pilote, un adjudant nommé Stevens, qui avait transporté Thornton lors d'une demi-douzaine de missions au fil des ans, lui fit un signe d'approbation, tandis qu'il montait à bord. « Quel spectacle, Major !» lança Stevens par l'interphone. « On parle de 17 tangos abattus, aucun blessé. Rahman Khalil est confirmé mort au combat. Les équipes de renseignement sont déjà en fait à la base.
Thornton ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de ranger ses armes et de s'asseoir, laissant l'épuisement l'envahir, maintenant que la mission était accomplie. Il pensa à Jake Morrison, à ce gamin trop jeune et trop talentueux pour mourir dans une vallée où l'équité, la justice et tout le reste n'avaient d'importance que pour l'entropie. Il pensa que la vengeance ne réparait rien, ne ramenait personne à la vie, ne changeait rien à cette vérité fondamentale. La guerre continue de broyer les gens, peu importe qui gagne ou qui perd. Mais c'était déjà ça. Un certain équilibre, en quelque sorte. Une réponse à une question, posée 3 ans plus tôt, lorsqu'un engin explosif improvisé avait explosé et coûté la vie à un homme. L'hélicoptère décolla, s'éloignant de la vallée, et Thornton vit le terrain se dérober sous ses pieds. De cette hauteur, le point de passage étroit apparut clairement. Une zone mortelle naturelle, un lieu où la géographie elle-même semblait conspirer pour piéger les imprudents. Il avait transformé une montagne en un piège à sens unique, et cela avait fonctionné à merveille. De retour à la Phoebe Viper, le débriefing dura 3 heures. Le colonel Hayes affichait une satisfaction contenue, propre aux officiers lorsqu'une opération s'est bien déroulée, mais il ne pouvait se permettre de trop laisser transparaître leurs émotions, car il y avait toujours d'autres opérations, d'autres missions, d'autres occasions de voir les choses tourner au désastre. Commandant principal, a déclaré Hayes, l'évaluation préliminaire après action conclut que tous les objectifs de la mission ont été atteints, sans aucune perte amie. Le décès de Rahman Khalil est confirmé. Les renseignements récupérés sur place comprennent du matériel de communication, un ordinateur portable contenant ce qui semble être des documents de planification opérationnelle et un téléphone portable qui fournit déjà de précieuses informations sur son réseau. Washington est extrêmement satisfait. Je faisais simplement ce qu'il fallait faire, monsieur. Cette opération va être étudiée à l'école de guerre pendant des années. Le concept consiste à utiliser le terrain et les tactiques de petites unités pour créer un environnement de frappe de précision sans exposer les forces terrestres à un engagement direct. C'est une guerre innovante. Thornton songea à dire à Hayes qu'il n'y avait rien d'innovant là-dedans, que les petites unités en montagne exploitaient les avantages du terrain depuis que l'on avait compris que lancer des pierres d'en haut était plus efficace que de les lancer d'en bas. Mais les officiers aimaient croire que leurs tactiques étaient novatrices, et les corriger ne servait à rien d'autre qu'à se donner bonne conscience, un luxe que les professionnels ne pouvaient se permettre. Je suis content que cela ait fonctionné, monsieur. À ce propos, dit Hayes, et Thornton sut ce qui allait suivre avant même que les mots ne soient prononcés. Votre retraite est-elle vraiment définitive? Plutôt ferme, monsieur. Nous avons 12 autres cibles de grande valeur qui pourraient te bénéficier de cette approche. Même compétence, même expertise. Nous pourrions vous réintégrer, vous reprendre comme contractuel, selon ce qui vous convient. Indiquez votre prix. Thornton s'y attendait. Le succès des opérations militaires était un véritable aimant pour les planificateurs de mission. Ils voyaient une méthode fonctionner une fois et voulaient la reproduire à l'infini, comme si la guerre était un processus de fabrication qu'on pouvait optimiser à l'extrême. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je suis revenu voir Khalil pour des raisons personnelles. Ses affaires sont désormais closes. C'est terminé. Hayes l'observa longuement, d'un regard scrutateur, cherchant à décrypter ses sous-entendus et à trouver un point faible. Vous savez à quel point vos compétences sont rares? Des opérations de précision menées seules en terrain extrême. Dans toute l'armée, nous avons peut-être 6 opérateurs capables de faire ce que vous faites à votre niveau. Vous en avez donc 5 de plus qu'hier, monsieur. Formez-les, développez-les, transmettez-leur le savoir. Mais je m'en vais. Master Chief, colonel, l'interrompit Thornton, une entorse au protocole, certes, mais parfois nécessaire. J'ai passé 20 ans à faire ce qu'il fallait. Je ne compte plus les missions, les cibles abattues.
les fois où je me suis aventuré dans des endroits où n'importe qui d'autre aurait péri. Jake Morrison était le 8e observateur avec lequel j'ai travaillé en 20 ans. Les 7 premiers sont rentrés sains et saufs. Jake, non. Et ça m'a hanté pendant 3 ans, me demandant si j'aurais pu voir cet engin explosif improvisé, si j'aurais pu agir autrement, si j'aurais pu l'empêcher. Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Revenir pour Khalil, c'était boucler la boucle. Mais je ne cherche pas à en créer de nouvelles. J'ai fait ma part. Pendant 20 ans, il est temps que quelqu'un d'autre prenne le relais. Hayes hocha lentement la tête, la compréhension se lisant sur son visage. Il avait suffisamment d'expérience dans l'armée pour savoir reconnaître quand quelqu'un avait atteint la fin de son service, quand forcer les choses risquait de briser quelque chose d'irréparable. Très bien, Major, mais la porte reste ouverte. Si la situation change, si vous voulez réintégrer l'armée, il vous suffit de le dire, sans poser de questions. Merci beaucoup, monsieur. Alors que Thornton sortait de la salle de débriefing, le capitaine Chen l'attendait dans le couloir. Elle avait troqué sa tenue de combat contre une tenue de combat standard, mais il lui restait encore de la poussière dans les cheveux suite à l'opération. « J'ai entendu dire que tu repartais, » dit-elle. « C'est le plan, capitaine. Avant de partir, je voulais vous dire que ce que vous avez fait là-haut, c'était parmi les plus beaux tirs que j'ai jamais vus. Et j'en ai vu beaucoup. 17 cibles à des distances dépassant 1400 mètres dans la chaleur et le vent, avec de multiples cibles mobiles. Ce n'est pas seulement de l'habileté, c'est de l'art. C'est une question d'entraînement et de répétition, capitaine. Avec suffisamment de temps et de munitions, n'importe qui peut y arriver. C'est absurde, Major, et vous le savez. La franchise de Chen était l'une des choses que Thornton appréciait chez elle. La plupart des tireurs d'élite seraient incapables de réaliser de tels tirs sur un terrain plat, dans des conditions parfaites et avec tout le temps du monde. Vous l'avez fait au combat, sur un terrain hostile, sous la pression du temps, alors que des vies étaient en jeu. Elle marqua une pause. Je propose votre candidature pour une distinction. 4e étoile de bronze, avec un signe de bravoure. La procédure devrait être finalisée d'ici 6 mois. Pas besoin de médaille, capitaine. J'en ai déjà un tiroir plein. Je sais que vous ne le savez pas, mais l'armée doit prendre conscience de ce qui s'est passé. Les futurs opérateurs doivent étudier cette opération, en tirer des leçons et comprendre que la précision et la planification peuvent accomplir ce que la force brute ne peut pas. Votre opération d'aujourd'hui a sauvé des vies. Non seulement celles des opérateurs qui n'ont pas eu à prendre d'assaut ce complexe, mais aussi celles de tous ceux qui ne seront pas tués par les bombes de Rahman Khalil. Cela mérite d'être reconnu. Thornton la regarda, perçut dans son regard un respect sincère, loin du calcul politique qui accompagnait habituellement les propositions de médailles, et sentit quelque chose changer. C'était peut-être là le véritable héritage. Ni la vengeance, ni les médailles, ni même le succès de la mission, mais la transmission du savoir à la génération suivante. Des leçons apprises dans le sang, la peur et l'épuisement, transmises aux jeunes opérateurs qui affronteraient leurs propres montagnes, leurs propres missions impossibles. Très bien, capitaine. Si cela peut permettre à quelqu'un de survivre plus tard, je ne m'y opposerai pas. Assurez-vous simplement que celui qui étudie cela comprenne la leçon la plus importante. Qu'est-ce que c'est? Le plus difficile n'est pas de tirer, mais de se mettre en position. N'importe qui peut appuyer sur la gâchette. Mais se trouver au bon endroit, au bon moment, avec le bon équipement et le bon état d'esprit, voilà ce qui fait la différence entre la réussite et l'échec. Jake Morrison l'avait compris. Avec le temps, il allait devenir l'un des plus grands. Je veillerai à ce que cela figure dans le rapport d'après-action, son nom et sa contribution. Merci, capitaine. Après le départ de Chen, Thornton rassembla ses affaires personnelles et se dirigea vers la piste où un C-130
chargeait des avions pour les ramener à la base aérienne de Bagram. De là, des vols commerciaux l'emmèneraient en Allemagne, puis aux États-Unis, et enfin dans le Montana, où un chalet l'attendait, plongé dans un silence apaisant après 20 ans de tumulte. Mais en traversant le tarmac, son sac et son étui à fusil sur le dos, il songea à la vallée, à ce point de passage stratégique, à la façon dont les montagnes avaient piégé des armées depuis l'invention de la guerre. Le terrain était indifférent aux nationalités, à la politique, à qui avait raison ou tort. Il offrait simplement des opportunités à ceux qui le comprenaient, le respectaient, qui apprenaient à composer avec la pierre, le relief et les lignes de mire, au lieu de tenter d'imposer leur volonté à une géographie millénaire, qui perdurerait bien après la disparition du dernier être humain. Il avait transformé une montagne en un piège sans issue, et 17 hommes avaient péri pour avoir sous-estimé le terrain et celui qui le maîtrisait parfaitement. Demain, d'autres hommes commettraient d'autres erreurs dans d'autres vallées. La machine infernale de la guerre continuerait de tourner, quels que soient encore les individus ou les missions. Mais aujourd'hui, un homme particulièrement malfaisant est mort parce qu'un opérateur en particulier a refusé de laisser le passé enfoui. Et peut-être que c'était suffisant. Peut-être que c'était tout ce que chacun pouvait vraiment faire. S'emparer de sa propre pièce du puzzle infini, accomplir ses propres missions, espérer que l'effet cumulatif soit quelque chose qui ressemble à la justice, même si la justice en temps de guerre n'était le plus souvent qu'une fiction réconfortante que l'on se racontait pour mieux dormir la nuit. Les moteurs du C-130 vrombis, produisant ce son caractéristique des 4 turbopropulseurs qui se mettent en marche, et Thornton monta à bord, trouvant place parmi les filets de chargement et les palettes de matériel. L'intérieur empestait le carburant, l'huile hydraulique et l'odeur particulière des équipements militaires mis à rude épreuve et entretenus juste assez bien pour rester fonctionnels. Tandis que l'avion roulait sur le tarmac, Thornton ferma les yeux et laissa ses pensées vagabonder, non pas vers la mission qu'il venait d'achever, mais vers celle d'il y a 3 ans, celle qui avait tout bouleversé. Il se souvenait de l'opération de reconnaissance, des 5 jours passés avec Jake à observer un autre complexe dans cette même vallée. Comment ils avaient cartographié les itinéraires de patrouille et consigné les allées et venues d'une autre cible. Comment ils avaient mené à bien leur mission et entamé leur exfiltration, progressant à pied dans l'obscurité, suivant un itinéraire qui aurait dû être sûr. Il se souvenait de la voix de Jake, jeune et assuré, parlant de ses projets après son déploiement. Le garçon voulait rester dans l'armée, en faire carrière, devenir instructeur et transmettre son savoir. Il était doué pour l'observation, possédant cette rare combinaison de compétences techniques et de compréhension intuitive qui caractérise les grands opérateurs. Thornton avait déjà prévu de rédiger une lettre de recommandation pour aider Jake à progresser dans sa carrière. Puis le monde a explosé. Un instant, il marchait tranquillement. L'instant d'après, Jake avait disparu, pulvérisé par des explosifs dissimulés avec une expertise acquise au fil des années. La signature de Rahman Khalil, confirmée plus tard par l'analyse médico-légale de la zone d'explosion et du mécanisme de déclenchement. Un dispositif à plaque de pression s'activant à une force de 32 kg, 70 livres, un poids soigneusement calculé pour permettre à l'éclaireur de passer tout en piégeant le second membre de la patrouille. Thornton s'était réveillé dans un hôpital de campagne, les tympans perforés, blessé par des éclats d'obus et apprenant la mort de son observateur. Ses blessures physiques avaient guéri. Les autres avaient omis plus de temps à cicatriser et étaient peut-être encore en train de guérir. Le C-130 décolla et Thornton ouvrit les yeux, observant par un petit hublot l'Afghanistan défiler sous ses yeux. Il repensa aux 3 années qu'il avait passées à attendre cette occasion, à la façon dont les services de renseignement avaient en suivi la trace de Rahman Khalil à travers une 12aine d'endroits,
sans jamais obtenir suffisamment de certitude pour autoriser une frappe. Comment la cible avait finalement commis une erreur, s'était attardée trop longtemps au même endroit, créant ainsi l'opportunité dont Thornton avait besoin. C'était fait. La mort de Jake Morrison avait trouvé sa réponse. Non pas d'une manière qui ramènerait Jake à la vie ou qui rendrait le monde fondamentalement meilleur, mais de la seule manière possible. Le responsable était mort, tué par celui dont il avait assassiné l'observateur. Le vol vers Bagram dura 2 heures. Thornton passa la majeure partie du temps à dormir, d'un sommeil profond et épuisant, comme après une mission, lorsque l'adrénaline retombait et ne laissait place qu'à une fatigue si intense qu'il avait l'impression que la gravité s'intensifiait. Il se réveilla à la descente de l'avion, son horloge interne lui signalant l'approche de l'atterrissage avant même que sa conscience n'ait pleinement assimilé le changement de régime moteur. À Bagram, il y avait les formalités administratives habituelles pour quitter le théâtre d'opération. Des formulaires à signer, des armes à rendre, des munitions à comptabiliser, des débriefings avec des personnes dont le seul travail consistait à rédiger des rapports que d'autres classeraient sans même les lire. Thornton s'acquittait de tout cela avec la patience de quelqu'un qui avait suffisamment d'expérience pour savoir que lutter contre la bureaucratie ne faisait que prolonger les choses. Ce soir-là, il se retrouva à la chapelle de la base, non par conviction religieuse particulière, mais parce que l'endroit était calme et désert, offrant un lieu où s'asseoir loin des soldats. Assis au fond de l'église, il contempla la croix accrochée au mur, songeant à Jake Morrison et à tous les autres opérateurs qu'il avait connus et qui n'étaient jamais rentrés chez eux. La guerre avait cette fâcheuse tendance à transformer les hommes en statistiques, en chiffres rapportés dans les comptes rendus et commémorés sur les murs. 18 soldats tués au combat durant ces 20 ans de carrière. Sans compter ceux qui rentraient physiquement indemnes mais psychologiquement brisés, ceux qui avalaient leur arme de service, ceux qui se précipitaient contre des piliers de pont ou ceux qui se tuaient à petit feu dans des appartements tranquilles où personne ne venait les voir jusqu'à ce que l'odeur devienne insupportable pour les voisins. Thornton avait survécu. C'était déjà quelque chose, même s'il n'en était pas toujours certain. Il avait mené à bien des missions, éliminé des menaces, sauvé des vies grâce à des actions menées dans des endroits dont la plupart des gens ignoraient l'existence. Le monde était légèrement plus sûr grâce à lui, même si la différence était si minime qu'elle en était presque imperceptible. Mais Jake Morrison était toujours mort, et toutes les missions du monde ne changeraient rien à ce fait fondamental. Le lendemain matin, Thornton prit un vol commercial pour l'Allemagne, puis un autre pour l'aéroport de Washington Dulles, et enfin un dernier pour Missoula, dans le Montana. À son arrivée, il avait voyagé pendant 36 heures et en ressentait chaque minute. Il loua une voiture et prit la route vers le nord, en direction des montagnes, observant la civilisation céder peu à peu la place à la forêt, la circulation disparaître, la route se rétrécir, passant d'une autoroute à une route goudronnée à 2 voies, puis à un chemin de gravier, et enfin à un sentier de terre menant à une cabane que son père avait construite en 1985. Thomas Thornton était assis sur le perron lorsque David arriva, une tasse de café dans une main et un livre dans l'autre. Il se leva tandis que son fils garait la voiture de location, se déplaçant avec la raideur d'un homme de 72 ans, dont le corps gardait en mémoire chaque blessure d'une guerre livrée 50 ans plus tôt. « Tu es en retard, » dit Thomas. « J'ai dit 2 jours. Ça fait 5. Le voyage a été plus long que prévu. » David prit son sac de voyage sur la banquette arrière et monta sur le perron. « Content de te voir, papa. » Ils se serrèrent la main, puis s'étreignirent brièvement, le genre d'accolade que les hommes de leur génération et de leur profession se donnaient. Rapide, efficace, significative, mais sans ostentation. « Tu as une mine affreuse, » remarqua Thomas. « Plus maigre qu'à ton départ,
Tu ne dors pas bien, j'imagine. Ces 2 dernières semaines ont été longues. L'affaire dont vous parliez, elle est conclue? Oui, c'est terminé. Thomas acquiesça sans poser de questions supplémentaires, et David ne donna aucun renseignement de plus. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être discutées. Il valait mieux les taire entre des hommes qui savaient ce que signifiait s'aventurer en territoire hostile et accomplir ce qui devait l'être, quel qu'en soit le prix. Ils entrèrent. La cabane était petite, mais bien construite. Une pièce principale avec un coin cuisine, une chambre et une mezzanine que David s'était appropriée. Un poêle à bois dans un coin servait au chauffage, le propane à la cuisson, et des panneaux solaires, ainsi qu'une batterie fournissait l'électricité. L'eau provenait d'un puits que Thomas avait creusé lui-même. Thornton y trouvait tout ce dont il avait besoin, et rien de superflu. Ce soir-là, au cours du dîner, du gibier provenant d'un cerf que Thomas avait abattu l'automne précédent, ils parlèrent de choses et d'autres. Du troupeau de wapitis qui traversait la région, des prévisions d'enneigement pour l'hiver à venir, du camion qui avait besoin d'un nouvel alternateur, une conversation banale qui paraissait pourtant profondément étrange après des semaines passées en Afghanistan, où chaque parole avait une importance opérationnelle. Plus tard, assis sur la véranda tandis que le soleil se couchait derrière les montagnes, Thomas posa la question que David attendait. « Ce que tu as fait, cette affaire, ça t'a apaisé ?» David y réfléchit longuement, vraiment, au lieu de donner la réponse expéditive qu'exigeait la culture militaire. Un peu. Pas autant que je l'espérais. Jake est toujours mort. Tuer le responsable n'y changera rien. Non, pas du tout. Mais cela change la possibilité que cet homme puisse tuer quelqu'un d'autre. Et ça compte. Vraiment? Je n'en suis plus si sûr. 20 ans d'opération. 20 ans à tuer des gens qu'il fallait tuer. Ou du moins, que quelqu'un a jugé bon de tuer. Et le monde est encore plein de Rahman Khalil. Toujours plein de gens qui fabriquent des bombes, planifiant des attentats et tentent de tuer des Américains. C'est vrai. Mais il est tout aussi vrai que certaines personnes sont en vie aujourd'hui grâce à des actions précises que vous avez entreprises. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Vous ne pouvez pas éradiquer tout le mal dans le monde. Mais vous pouvez y contribuer à votre échelle. C'est tout ce que nous pouvons faire. Ils restèrent un moment assis en silence, observant l'obscurité s'installer sur la forêt. Au loin, un hibou ulula, ce cri envoûtant qui semblait destiné à rappeler à l'homme sa petitesse et son caractère éphémère face à une nature sauvage qui existait depuis des millénaires et qui perdurerait bien après sa disparition. « C'est fini, papa, » dit finalement David. « Plus de mission, plus d'appels. Je suis revenu pour ça. Et maintenant, c'est terminé. Désormais, je suis juste un gars qui vit dans une cabane, qui fend du bois et qui regarde les saisons changer. Tu peux faire ça? Après 20 ans, tu peux tout simplement t'arrêter. Je vais essayer. Je n'ai pas vraiment le choix. Soit j'arrête, soit je continue jusqu'à ce que le travail me tue. Ce sont les seules options. » Thomas acquiesça. « Alors tu restes ici. Aide-moi avec la cabane. On coupera assez de bois pour passer l'hiver. On construira peut-être l'agrandissement que j'ai prévu. Au printemps, on verra comment tu te sens. Si tu as besoin de partir, tu pars. Si tu veux rester, tu restes. C'est aussi simple que ça. » Et c'était simple, comme le sont souvent les choses importantes, une fois qu'on cesse de les compliquer. Les semaines passèrent. Thornton s'installa dans une routine à la fois étrangère et profondément familière. Réveil à l'aube, café sur la véranda, entraînement physique, certes plus doux que les régimes brutaux qu'il avait suivis pendant son service actif. Petit déjeuner. Puis le travail. Fendre du bois, réparer le toit de la cabane, construire l'extension que son père souhaitait, débroussailler les sentiers en forêt. Le travail était dur, physique au point de l'épuiser le soir, mais il lui procurait une satisfaction incomparable. Après une journée passée à fendre du bois,
la pile de bûches bien rangée, prête pour l'hiver, témoignait du travail accompli. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant dans cette tangibilité, cette preuve immédiate de l'effort fourni et du résultat obtenu. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Parfois, ses pensées retournaient en Afghanistan, dans la vallée, sur cette crête où, pendant 17 minutes, il avait ôté des vies avec une précision chirurgicale. Certaines nuits, il rêvait de Jake Morrison, de l'instant de l'explosion, de tout ce qu'il aurait pu faire différemment. Mais peu à peu, jour après jour, les rêves se firent plus rares. Les souvenirs s'estompèrent, devenant des choses qu'il pouvait examiner sans s'ébranler. La tension constante qui avait marqué sa vie d'adulte, la conscience que la violence pouvait s'avérer nécessaire à tout instant, commença à s'estomper, remplacée par une autre forme de conscience, celle que lui inspirait la vie en pleine nature, où le danger existait certes, mais provenait des intempéries et de la faune sauvage, plutôt que de la malice humaine. 3 mois après son retour au Montana, Thornton reçut un colis de son ancienne unité. À l'intérieur se trouvait un étui à médaille contenant sa 4e étoile de bronze, la citation signée par le colonel Hayes et contresignée par un général dont Thornton reconnaissait le nom sans l'avoir jamais rencontré. La citation décrivait l'opération en Afghanistan, dans un langage soigneusement expurgé qui omettait tous les détails classifiés, mais qui transmettait l'essentiel. Un opérateur avait neutralisé une cible de grande valeur et 17 membres du personnel de soutien, grâce à une précision chirurgicale dans des conditions extrêmement difficiles. Ce qui avait permis de mener à bien la mission sans aucune perte amie. Le colis contenait également un mot manuscrit du capitaine Chen. « Maître principal Thornton, la médaille est arrivée. Je me suis dit que vous souhaiteriez qu'elle vous soit envoyée. Plus important encore, je voulais vous informer que votre opération est désormais étudiée au programme du cours avancé de tireurs d'élite. Nous l'enseignons comme étude de cas sur l'utilisation du terrain pour créer un avantage tactique. Le nom de Jake Morrison figure dans les documents de cours. Il était votre observateur lors de la reconnaissance initiale. Sa contribution est ainsi reconnue. La porte vous est toujours ouverte si vous souhaitez venir donner un cours. Les étudiants tireraient profit de votre intervention directe. Respectueusement, capitaine Sarah Shen Thornton lut le mot 2 fois, puis le rangea soigneusement, ainsi que la médaille, dans un tiroir avec ses autres décorations. Il était partagé quant à l'enseignement de cette opération aux nouvelles recrues. Une partie de lui était heureuse que le nom de Jake soit retenu, que sa contribution soit reconnue. Une autre partie se demandait si le fait de transformer de véritables missions en leçons théoriques ne risquait pas d'édulcorer la réalité, de la rendre plus simple et moins crue qu'elle ne l'était en réalité. Mais c'était désormais le problème de quelqu'un d'autre. Il avait transmis le savoir. Ce qui lui arrivait ensuite n'était plus de sa responsabilité. L'hiver s'est abattu sur le Montana avec une telle intensité qu'on comprenait pourquoi les peuples autochtones considéraient les saisons comme des esprits puissants. La neige se mesurait en pieds plutôt qu'en pouces. Les températures descendaient jusqu'à 20 degrés Fahrenheit et y restaient des semaines durant. Le vent hurlait dans les vallées avec une telle force qu'il faisait craquer les murs des cabanes. Thornton et son père ont traversé les épreuves ensemble, alimentant le poêle à bois, entretenant le sentier menant à la route et veillant à ce que les panneaux solaires restent dégagés de neige. C'était un travail utile, un travail nécessaire, le genre de labeur directement lié à la survie, contrairement à la plupart des activités de la vie moderne. Par une soirée particulièrement froide de janvier, assis près du poêle à bois tandis que le vent s'abattait sur les murs de la cabane, Thomas posa une question à son fils. « As-tu déjà trouvé ce que tu vas faire du reste de ta vie ?» David lisait un livre sur les migrations des Wapitis, essayant de comprendre les mouvements du troupeau qu'il observait. Il leva les yeux et réfléchit à la question. « Je le fais, papa. C'est ça. Vivre ici, travailler sur la cabane, fendre du bois. Voilà le plan. Ce n'est pas un plan. C'est se cacher.
Ces mots blessaient précisément parce qu'ils contenaient une part de vérité. Peut-être. Mais après 20 ans à faire des choses qui comptaient pour tout le monde, sauf pour moi, j'ai peut-être bien mérité un peu de répit. Personne ne mérite de se cacher, mon garçon. Soit on vit, soit on ne vit pas. Pour l'instant, tu te contentes d'exister. Que voulez-vous que je fasse? Que je retourne dans l'armée? Que je me mette à accepter des contrats? Il y aura toujours quelqu'un prêt à payer pour mes compétences particulières. Je veux que tu découvres ce que tu veux vraiment, au lieu de te réfugier systématiquement dans le contraire de ce que tu faisais avant. Tu as passé 20 ans à courir après la violence. Ça ne veut pas dire que tu dois passer les 20 prochaines années à fuir tout. Ils ne se parlèrent plus de la soirée, mais les paroles de Thomas s'étaient ancrées dans l'esprit de David. Impossible de les en déloger. Que voulait-il? Il s'était tellement concentré sur la mission, sur la prochaine opération, sur le problème tactique immédiat, qu'il n'avait jamais vraiment songé à la question stratégique plus vaste de sa propre vie. Le printemps finit par arriver, comme toujours dans le Montana, soudainement et avec force. La fonte des neiges dévoila un sol forestier tapissé d'aiguilles de pin et de feuilles mortes. Des wapitis apparurent dans la prairie près du chalet, dont plusieurs faons nés pendant l'hiver. Les oiseaux revinrent de leur voyage, emplissant les matins de chants joyeux. Un matin d'avril, Thornton était dehors, en train de fendre du bois, lorsqu'il entendit un véhicule approcher. Étrange, la cabane était si isolée que les visiteurs étaient rares. Il posa sa hache et regarda un camion qu'il ne reconnaissait pas s'arrêter. Le capitaine Chen sortit, arborant désormais l'insigne de major. Elle contempla la cabane, les montagnes, la forêt environnante, et sourit. Bel endroit. Isolé. Major Chen. Visite inattendue. Désolé de passer sans prévenir. J'étais dans le coin, je me suis dit que je passerais. La région? Ce chalet est à 3 heures de toute agglomération ressemblant à une ville. D'accord, j'ai fait le trajet exprès pour te voir. Mais, dans les environs, ça faisait moins harceleur. Malgré lui, Thornton sourit. Vous voulez un café? Ils étaient assis sur la véranda, tasse à la main, à regarder la lumière du matin baigner la vallée. Chen resta silencieux un moment, visiblement content de simplement observer, ce que Thornton appréciait. Les gens qui apprécièrent le silence étaient rares. Finalement, elle prit la parole. « Je suis venu vous proposer un emploi, ou peut-être un but, ce dont vous avez le plus besoin. » Je ne souhaite pas revenir, Major. Je l'ai dit très clairement au colonel Hayes. Ce n'est pas ça. On ne vous demande pas d'opérer. On vous demande d'enseigner. Poste d'instructeur à temps plein au cours de tireurs d'élite avancés. Vous enseigneriez aux opérateurs comment faire ce que vous faisiez, comment utiliser le terrain, comment calculer des tirs impossibles, comment mener à bien des missions qui semblent impossibles. Il y a beaucoup d'instructeurs qualifiés. Il y a des instructeurs compétents. Il y en a très peu d'excellents. Et il y en a peut-être 1 ou 2 qui peuvent enseigner ce que vous savez sur les opérations en solitaire, en terrain extrême. Jake Morrison devait être l'un d'eux, d'après vos notes dans son dossier. Puisqu'il n'est plus là pour le faire, peut-être devriez-vous vous en charger. Mentionner le nom de Jake était probablement une tactique, une façon d'utiliser le lien émotionnel pour obtenir son obéissance. Mais c'était aussi vrai. Je dois y réfléchir. C'est bien vrai. Réfléchissez-y. Mais pendant que vous réfléchissez, pensez à ceci. Vous possédez des connaissances qui pourraient sauver des vies. Chaque opérateur que vous formez est une personne qui pourrait rentrer chez elle saine et sauve grâce à ce que vous lui avez appris. Ce n'est pas rien. Chen resta encore 1 heure, parlant des changements apportés au programme de formation, des nouvelles technologies intégrées au système de tireurs d'élite et de la nouvelle génération d'opérateurs en formation. Puis elle partit, redescendant la route de montagne, laissant Thornton seul avec ses pensées et une décision qui lui semblait plus lourde qu'il ne l'avait imaginé. Il y réfléchit pendant 3 jours, pesant le pour et le contre, cherchant à distinguer ce qu'il désirait réellement de ce qu'il pensait devoir désirer.
Finalement, il en discuta avec son père. « Enseigner, c'est un beau métier », a déclaré Thomas. « Transmettre le savoir, s'assurer que ce que l'on a appris ne disparaisse pas avec soi. Cela signifie partir d'ici. Cela signifie retourner dans une base militaire, devoir faire face à la bureaucratie, revivre dans ce monde. Oui, mais cela signifie aussi que tu arrêtes de te cacher, que tu apprends à vivre avec tes actes en aidant les autres. » Thomas marqua une pause. « Mon garçon, tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. C'est ta maison. Mais rester ici indéfiniment ne guérit pas. C'est juste une pause. Il faudra bien, un jour, reprendre le cours des choses. » La métaphore était maladroite, mais la vérité qu'elle sous-tendait était solide. 2 semaines plus tard, Thornton appela le commandant Chen et accepta le poste. Il enseignerait pendant 1 an, verrait comment cela se passerait, se réservant la possibilité de partir si ça ne fonctionnait pas. Mais il essaierait. Le stage de tireur d'élite avancé se déroulait à Fort Benning, en Géorgie, à l'opposé des montagnes du Montana, à la limite des États-Unis continentaux. Thornton s'installa dans un logement de la base, se présenta à son poste et se retrouva face à une salle de classe remplie d'opérateurs, ayant déjà suivi la formation de base et venus perfectionner leur technique. Son premier cours portait sur l'utilisation du terrain à des fins tactiques. Il a commencé par une image satellite de la vallée en Afghanistan, la même vallée où il avait transformé une montagne en piège à sens unique. « Voilà, dit-il, comment on fait en sorte que la géographie fasse la moitié du travail à notre place. » Il leur a enseigné les points de passage stratégiques, les positions d'observation, l'analyse du terrain et l'identification des zones de tir naturel. Il leur a appris la patience, à attendre le tir parfait plutôt que de se contenter d'un tir acceptable. Il leur a enseigné la discipline mentale nécessaire pour rester immobile pendant des heures, dans des conditions extrêmes, tout en étant prêt à réagir avec précision en quelques secondes. Il leur a parlé des observateurs, de la confiance sacrée qui unit le tireur à l'observateur, et de la façon dont Jake Morrison avait été tué par un engin explosif improvisé qui aurait dû être détecté. Il leur a appris que la perfection était impossible, mais que la préparation était indispensable, qu'il fallait maîtriser ce qui était en notre pouvoir et accepter que le reste relève de l'aléatoire. Les étudiants ont répondu favorablement, certains parce qu'ils connaissaient son nom et sa réputation, d'autres parce que sa méthode d'enseignement, plus axée sur la pratique que sur la théorie, se distinguait de celle des autres professeurs, d'autres encore tout simplement parce qu'il savait expliquer des concepts complexes de manière à les rendre compréhensibles. 3 mois après le début de son enseignement, un de ses élèves lui a posé une question après le cours. « Maître-chef, avez-vous vraiment abattu Rahman Khalil à 1600 mètres ? Le rapport d'après-action est classifié. Je ne peux donc ni confirmer, ni infirmer des opérations spécifiques. Mais d'une manière générale, est-il possible de réussir ce tir ? » Thornton y réfléchit. « Possible ? Oui. Probable ? Non. À cette distance, il y a tellement de variables que même un calcul parfait peut échouer à cause de facteurs incontrôlables. Les courants thermiques, les variations microscopiques des munitions, la cible qui éternue au mauvais moment. Mais avec un entraînement suffisant, une compréhension approfondie des principes, en acceptant l'idée qu'on n'aura peut-être qu'une seule chance et qu'elle ne sera peut-être pas suffisante. Alors oui, c'est possible. » L'élève acquiesça, satisfait d'une réponse honnête quant à la difficulté, tout en confirmant la faisabilité. L'enseignement devint la nouvelle routine de Thornton. 5 jours de cours par semaine, du temps passé au stand de tir avec les élèves, l'élaboration des programmes. C'était différent de la gestion d'exploitation, mais cela répondait à un besoin similaire, celui de faire un travail utile qui ait un impact concret. Une année passa, puis une autre. Thornton découvrit que l'enseignement lui convenait d'une manière inattendue. Son travail avait des limites claires. Il allait en cours, enseignait, rentrait chez lui. Pas de déploiement de 3 mois.
Pas de briefing de mission à minuit. Plus besoin de se demander si aujourd'hui serait le jour où l'imprévu l'emporterait sur la préparation et où quelque chose tournerait au désastre. Il pensait encore à l'Afghanistan, à la vallée, à Jake Morrison. Mais ses pensées avaient moins d'emprise. Elles étaient devenues des souvenirs plutôt que des plaies ouvertes. Il n'oublierait jamais. Il ne cesserait jamais de porter le poids de tous ceux qui n'étaient pas rentrés. Mais il avait appris à le porter sans en être écrasé. 5 ans après avoir tué Rahman Khalil, Thornton fut promu maître principal et nommé instructeur en chef du cours de tireurs d'élite avancé. Il avait formé 237 opérateurs durant cette période, chacun apportant une partie de ce qu'il avait appris au cours de 20 années d'opération. Il ignorait combien de ces opérateurs utiliseraient son enseignement pour survivre dans des situations qui leur seraient fatales. Il ignorait combien transmettraient ce savoir à leurs propres élèves. Mais il savait que cela comptait, que la chaîne de transmission du savoir qui unissait les guerriers à travers les générations était aussi importante que n'importe quelle mission individuelle. Les soirs tranquilles, il lui arrivait de quitter la ville en voiture pour se rendre dans un endroit où le paysage s'ouvrait suffisamment pour laisser apparaître des montagnes au loin. Non pas les montagnes du Montana, ni celles d'Afghanistan, mais des montagnes tout de même. Et il réfléchissait au terrain, à l'altitude, à la façon dont la géographie façonnait les conflits humains, au-delà de la technologie et des tactiques. Il avait jadis transformé une montagne en piège sans issue. Il avait utilisé sa connaissance du terrain et de la balistique pour accomplir une mission qui paraissait impossible. Il avait répondu à une question qui méritait une réponse, même si cette réponse ne changeait rien aux problèmes fondamentaux d'un monde qui ne cessait de produire des hommes comme Rahman Khalil. Mais peut-être que c'était suffisant. Peut-être que manipuler sa pièce du puzzle infini, transmettre ce que l'on avait appris, espérer que l'effet cumulatif ressemble à un progrès. Peut-être que c'était tout ce que l'on pouvait faire. Les montagnes restaient indifférentes aux conflits humains. Elles étaient là avant même que l'homme n'invente les outils, et elles seraient encore là bien après la dernière guerre de l'humanité. Mais dans le bref instant qui sépare ces éternités, certains humains apprirent à collaborer avec les montagnes, au lieu de les combattre, à transformer la géographie en atout tactique, à rendre le monde un peu plus sûr grâce à un savoir appliqué avec précision. David Thornton avait été l'un de ces êtres humains, et maintenant, il enseignait aux autres à le devenir aussi. Au final, cela m'a semblé suffisant.